Bonjour, bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation, une nouvelle escale. Alors aujourd'hui, Intermed vous propose carrément d'aller dans le pays du bout du monde. Donc c'est en Patagonie que nous allons maintenant nous diriger. La Patagonie, rien que d'évoquer ce nom, j'en suis sûr, évoque en vous des images de pampas, de montagnes enneigées, de glaciers majestueux, mais également effectivement la terre de feu, le canal de Beagle, Magellan, toutes ces histoires. C'est un territoire qui est passionnant, que je vous invite vraiment à aller découvrir si vous en avez l'occasion, parce que évidemment du nord au sud, vous l'avez compris, c'est une région qui est gigantesque et qui vous permet d'appréhender des paysages très différents, à l'image un petit peu de la photo que vous avez maintenant sous les yeux, ces routes à n'en plus finir, le vent évidemment qui balaye toute cette région, et puis vous voyez progressivement les montagnes, souvent enneigées, sans parler évidemment de la cordillère des Andes. Bref, il y en a vraiment pour tous les goûts, que vous aimiez le côté plutôt littoral ou le côté plutôt andin, et ou le côté carrément évidemment de la terre de feu. Donc installez-vous confortablement encore une fois, car nous allons au bout du monde. Alors, où se trouve et qu'est-ce exactement que la Patagonie? Donc, toujours intéressant, surtout quand on va dans des territoires aussi exotiques pour nous, aussi méconnus souvent, de bien rappeler par des cartes avec différentes échelles pour bien nous situer. Donc, vous l'avez compris, ici en rouge, voilà la Patagonie. La Patagonie, c'est une région, ce n'est pas un pays, ce n'est pas un État, c'est une région que se partagent l'Argentine principalement et le Chili de façon plutôt minoritaire. Comme vous le voyez sur cette map monde, c'est vraiment la partie sud de l'Amérique latine et vous le constatez, c'est la partie de la Terre la plus proche de l'Antarctique. Je vous laisse apprécier la différence de niveau entre l'Afrique du Sud, entre la partie de la Nouvelle-Zélande et la partie sud de la Patagonie. Vous voyez qu'il y a quand même un écart assez impressionnant et entre la Terre de Feu et les premières terres de l'Antarctique, il y a à peine 1000 kilomètres. Ça fait la distance de la France. Vous voyez, c'est vraiment assez proche, d'où des climats entre le nord patagonien et le sud patagonien, où il faut prévoir quand même une valise qui vous permet de passer du très chaud au parfois très très froid, et surtout venteux. Voici une autre carte qui vous montre bien, de façon beaucoup plus rapprochée, comme vous le constatez, la situation de la Patagonie par rapport à l'Argentine. Comme vous le voyez, c'est principalement la Patagonie argentine qui va nous intéresser, même si on fait souvent une incursion évidemment avec les circuits intermèdes dans la partie chilienne, et vous avez quelques informations. Je sais que vous aimez bien avoir quelques chiffres, en tout cas, de référence. La population, c'est une estimation, vous voyez, plus de 4 millions d'habitants, mais quand on remet à la densité, évidemment, et à la superficie de cette région, 800 000 km², nous arrivons à peu près 5,4 habitants par kilomètre carré. À titre de comparaison, pour la Sibérie, c'est à peu près 3 habitants par kilomètre carré, et quand on arrive en Alaska, on a 0,3 habitants par kilomètre carré, ce qui fait évidemment de la Patagonie l'une des régions au monde les moins peuplées. Alors, ça a surtout peuplé, on le verra tout à l'heure, par une espèce que l'homme a acclimatée dans ces grandes pampas où vous avez les estancias qui viennent gérer, surtout les grands cheptels bovins et ovins. Alors, vous voyez que quelques informations indicatives que pendant très longtemps, même encore actuellement, il n'y a pas une frontière vraiment très bien délimitée, surtout dans la partie de la Terre de Feu, donc la partie sud. Donc, entre Argentine et Chili, il y a toujours des tensions au niveau de ces frontières. Vous voyez que le point culminant, c'est un volcan, c'est une zone évidemment très volcanique à plus de 4709 mètres. C'est une zone qui est habitée depuis relativement anciennement. Il faut savoir que la plupart des tribus indiennes se trouvent ici plutôt 11 000 ans, depuis évidemment ce passage du nord vers le sud. On y reviendra à la fin de cette présentation. C'est une zone qui a été découverte par un Européen, même si elle est habitée évidemment par ces tribus indigènes depuis très longtemps. On retient effectivement, nous Européens, cette redécouverte de ce sol, et c'est un certain Fernand de Magellan, que vous connaissez bien évidemment, portugais,
qui en 1520, en parcourant sa première circumnavigation, premier tour du monde qu'il ne terminera pas, ça sera l'un de ses coéquipiers, Elcano, qui le fera, et donc voilà ses premières découvertes, première approche européenne de cette partie du monde. Et l'économie actuellement, alors ça c'est très important, vous avez, comme je vous l'ai indiqué, l'élevage de bovinets, vous avez le pétrole, alors là il y a beaucoup à faire au niveau pétrole, le gaz naturel, ce qui crée encore une fois, vous l'avez compris, des conflits d'intérêts entre le Chili et l'Argentine, et puis vous avez la pêche et le tourisme qui prend une place de plus en plus importante dans cette région. Voilà une autre carte, même si elle est petite, ça vous permet de situer un petit peu bien, les grands centres. Vous voyez qu'on n'aborde pas toute la Patagonie, vous l'avez compris, soit c'est uniquement la cordillère des Andes sur la partie ouest, bien évidemment, soit c'est le littoral avec la Pampa sur la partie est, et on va nous s'intéresser à quelques zones vraiment bien ciblées. Alors généralement, lorsque l'on part visiter la Patagonie, on arrive soit par Buenos Aires, soit par Santiago du Chili. On y vient bien évidemment par avion, et généralement, le circuit commence avec El Calafate, où nous abordons évidemment Torres del Paine dans la partie chilienne, on passe par Puerto Natales, et puis ensuite nous arrivons à Punta Arenas, je vous laisse bien regarder sur cette carte, c'est tout le tracé rouge, ça c'est le tracé évidemment terrestre que nous empruntons avec un 4x4 généralement, avec évidemment tout le confort qu'il faut, et puis à Punta Arenas, on va prendre le bateau pour faire une petite excursion dans le détroit de Magellan. Là, vous avez évidemment tous les fjords, tous les glaciers, comme le Águila, le Agostini, pour aller en direction, vous voyez, du sud de la Terre de Feu jusqu'à Ushuaia et le mythique Cap Horn. Donc voilà généralement, dans les grandes lignes, les endroits que nous visitons avec ces types de croisières ou d'expéditions. Alors, cette photo, je la trouve vraiment représentative de ce que représente la partie, évidemment, de la cordillère des Andes, qui fait partie intégrante de la Patagonie. C'est ce qu'on appelle le Campo de Hielo Sur. Alors, vous le voyez, c'est une calotte glaciaire, c'est ce qu'on appelle un inland sea qui repose sur la Terre et qui va évidemment déverser ces immenses glaciers. C'est la troisième réserve d'eau douce importante après l'Antarctique et après le Groenland. Donc c'est vraiment vital, c'est indispensable pour l'équilibre mondial, l'équilibre local. Et d'ailleurs en Amérique du Sud, c'est la réserve d'eau douce la plus importante. D'où évidemment la promiscuité, l'omniprésence de tous ces glaciers que nous allons découvrir. Alors on ne va pas tous les voir, rassurez-vous, mais les plus importants. Alors, comme je vous l'ai dit, on arrive à El Calafate par avion. Ça a d'ailleurs beaucoup dynamisé cette petite ville. C'est vraiment une petite bourgade qui est apparue au milieu du 19e siècle, comme la plupart de toutes ces villes que nous allons évoquer aujourd'hui. Et c'est une ville qui est située au bord d'un lac. C'est un lac glaciaire, c'est le lac Argentino. C'est somptueux. On a ici, vous voyez, les parties de la cordillère des Andes, toujours enneigées, qui tombent littéralement dans ce lac. Et à El Calafate, on prend le temps de visiter, on prend le temps aussi d'évoquer l'histoire intéressante de ces premiers colonisateurs, de ces migrants. Et actuellement, c'est une ville qui vit essentiellement du tourisme. Vous avez beaucoup de boutiques justement qui vous permettent de faire des excursions, de partir à l'aventure, une aventure évidemment bien encadrée. Et puis El Calafate, c'est également évoqué les tribus qui habitaient là. Et le nom même d'El Calafate vient d'un petit arbuste avec lequel on confectionne une confiture qui est délicieuse, qui ressemble un petit peu à de la myrtille. Donc si vous allez à El Calafate, vous ne pouvez pas ne pas rentrer sans un petit pot de calafate, donc c'est-à-dire cette confiture de myrtille. Alors justement, lorsqu'on a la chance de pouvoir être hébergé à El Calafate, on peut rayonner tout autour et généralement, on préserve une journée pour aller sur le lac Argentino. On est vraiment ici au pied de la cordillère des Andes. Vous voyez qu'il y a des icebergs qui se détachent évidemment du velage de tous ces glaciers et on prend un petit bateau
Donc voilà le type de bateau qu'on utilise, vraiment à taille humaine, qui permet eh bien, de naviguer entre ces icebergs. Alors ils sont tous plus somptueux les uns que les autres, ils ont tous des formes bien évidemment différentes. On nous apprend à bord, grâce à des naturalistes qui accompagnent souvent ces excursions, eh bien pourquoi est-ce que certains icebergs sont beaucoup plus bleus, quel est l'âge de l'iceberg, quelle est sa taille, sa forme, et puis parfois, eh bien on a la chance et la stupeur eh bien, de voir un iceberg se retourner. Ça fait un bruit fracassant. C'est vraiment très intéressant et très impressionnant à observer. Donc là, j'ai pris plaisir à vous mettre quelques photos, justement. Vous voyez ces icebergs. Alors, celui-ci, il est d'un bleu profond. Il a dû se retourner il y a peu de temps. Vous voyez que c'était la partie qui était immergée. Et puis, évidemment, le paysage derrière, eh bien, n'est que sommet enneigé, glacier dévalant toutes ces falaises. Et donc, on navigue avec beaucoup de douceur, en tout cas, à travers tous ces glaciers. Voilà un autre iceberg. Regardez ici, hein, la beauté naturelle avec une sculpture qui évolue avec le vent, évidemment, avec l'eau. Donc, c'est toujours un paysage changeant. Voilà un autre iceberg. Celui-ci est beaucoup plus blanc, vous voyez, recouvert de neige. Donc, on passe une journée sur ce lac Argentino. On mange généralement sur place dans une estancia, c'est-à-dire ces grandes propriétés hein, qui sont souvent alimentées, on va dire, par des petites rivières qui permettent de vivre en autarcie. Et puis, nous arrivons évidemment sur le front de ce glacier qui s'appelle le glacier Uppsala. Donc ça, grâce au bateau, on peut vraiment se rapprocher, évidemment avec une distance de sécurité qui est imposée par le bateau, c'est le glacier Uppsala. Retenez bien son nom, c'est une expédition de l'université suédoise, donc de la ville d'Uppsala, qui avait fait des recherches en géologie, en glaciologie, il y a même un avion qui avait réussi la prouesse à se poser sur le glacier. Et donc, c'est un glacier, comme beaucoup d'autres, qui va être étudié, qui va permettre eh bien, de voir l'évolution plutôt négative, vous l'avez compris, hein, de la fonte vraiment inexorable de l'ensemble de ces glaciers. Pour vous donner un petit peu l'état d'esprit de cette fonte, eh bien, vous voyez tous les rochers qui sont au premier plan, qui sont vraiment sans rien dessus, ni mousse ni lichen. C'était recouvert il y a à peu près 20 ans, il y a 20 ans seulement, par le glacier. Donc, vous voyez, ça fond vraiment à une vitesse assez folle. Et lorsqu'on retourne régulièrement sur place, on voit vraiment eh bien, ce décalage. Un peu comme dans les Alpes, vous allez voir la mer de glace qui recule inexorablement. Là, c'est une très belle photo, une photo prise par la Station spatiale internationale, vous voyez, en 2009. Il sera intéressant de la comparer avec 2021, on verrait l'écart. Et donc voilà, cette grande langue blanche que vous avez, ça c'est le glacier principal qui dévale. Et puis vous avez au premier plan deux langues beaucoup plus petites, toujours blanches. Ce sont deux glaciers qui viennent également eh bien, s'écouler et rejoindre le glacier principal. On observe d'ailleurs des moraines latérales. Ce sont ces grandes lignes plutôt sombres, noires, qui sont à la jonction de ces glaciers. Et vous voyez qu'ils butent sur le lac, sur la partie inférieure, là où il y a beaucoup de petits icebergs, hein, où il y a ces espèces de glaçons que vous voyez au premier plan également, en contrebas. Particularité du glacier Uppsala, c'est qu'il ne repose pas directement sur l'eau, mais qu'il est légèrement surélevé. Donc il y a un écart qui permet évidemment à l'eau eh bien, de creuser par-dessous le glacier. Et puis on a la chance aussi, une fois qu'on a terminé cette promenade en bateau, de prendre là aussi un petit 4x4 et puis d'aller tout en haut de la photo, vous voyez là où il y a la terre, et de pouvoir avoir une vue panoramique sur l'ensemble de ce glacier. Donc vous voyez qu'il a quand même une longueur de 50 km et une largeur qui arrive parfois jusqu'à 10 km. Mais le glacier que vous attendez tous et toutes, j'en suis sûr, eh bien, c'est le célèbre et emblématique glacier du Perito Moreno. Alors, le Perito Moreno, c'est vraiment le seigneur des glaciers. Il faut savoir que lorsqu'on arrive vraiment sur le Perito Moreno, on est subjugué par la taille impressionnante eh bien, de ce front glaciaire. Il fait 5000 mètres de long, 5 km de long,
avec une hauteur qui peut arriver jusqu'à 60 mètres de haut. On est encore une fois sur le lac Argentino. Vous avez une surface de 250 km² pour une longueur totale de tout le glacier de 30 km. La particularité, il en a plusieurs, ce glacier. Tout d'abord, vous voyez que sur la partie gauche, eh bien, régulièrement, le glacier, il avance quand même de 2 mètres par jour, 2 mètres par jour, et il arrive à un moment donné, eh bien, où la partie du central de ce glacier touche la terre qu'il y a juste en face, qui va faire un bouchon, un élément naturel qui va empêcher l'eau de s'évacuer jusqu'au moment où il y a ce qu'on appelle un phénomène de rupture. Les Islandais appellent ça le jökulhlaup, c'est-à-dire que toute la glace eh bien, va se briser, laissant ainsi s'écouler toute l'eau se déversant dans la partie qu'il y a à gauche, pour vous rappeler, vous situer par rapport à la photo que vous avez sous les yeux. Donc, ça arrive tous les 4-5 ans, ça dépend un petit peu du mouvement général. Alors, le Perito Moreno, c'est l'un des endroits les plus visités. Vous avez donc différentes promenades qui vous permettent de vous approcher. C'est vraiment très facile, comme vous le voyez sur cette photo. Ça a été géré par l'UNESCO. Ça fait partie des endroits évidemment classés comme réserve naturelle de l'humanité. Et vous voyez qu'on pourrait presque toucher du doigt. On a vraiment une vision somptueuse sur la lumière, sur l'éclairage de toute cette glace et puis le bruit, effectivement. Lorsque vous avez, et ça arrive pratiquement toutes les minutes, et ces grands pans de glace, le velage, c'est comme ça qu'on l'appelle, avec évidemment un bruit étourdissant qui fait se retourner pratiquement tous les visiteurs en même temps. Et voilà une autre photo, vous voyez que toute la partie qu'il y a dans l'eau, ce sont ces parties évidemment qui progressivement, avec l'avancée inexorable de ce glacier, c'est l'un des rares qui gagne de la superficie, on ne sait pas exactement l'expliquer, mais en tout cas il gagne de la surface. Et puis en petit médaillon en bas à gauche de cette photo, je vous ai mis la photo de cet homme qui a donné son nom à ce glacier. Voilà Francesco Moreno. Perito, en espagnol, ça veut dire l'expert. En fait, c'est un monsieur, fin 19e siècle, monsieur Moreno, qui va être diligenté par le gouvernement argentin pour, on va dire, fixer la frontière dans la cordillère des Andes entre l'Argentine et le Chili. Alors, c'est un personnage emblématique qui était un naturaliste, c'est quelqu'un qui était un philanthrope, il a beaucoup œuvré également pour des écoles, pour les jeunes filles en particulier, et donc il a donné son nom à un village, une ville plutôt, Perito Moreno, un peu plus au nord, au glacier, l'emblématique que vous avez ici. Alors, je lis simplement la question, quand s'est-il formé ce glacier? Alors là, bonne question. Là, il faudrait vraiment demander à un spécialiste. Là, l'âge de ce glacier, sincèrement, je l'ai oublié. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Mais en tout cas, il n'est plus en régression de nos jours. Ça, c'est une certitude. C'est l'un des rares au niveau mondial à gagner justement de la superficie. Ce qui pose parfois la question des spécialistes de savoir si ça vient de la partie évidemment chilienne qui permettrait d'engranger davantage de glace qui viendrait finir avec le Perito Moreno, ou bien peut-être une source qu'on ne voit pas et qui serait dans les parties inférieures et latérales du glacier. Donc là, effectivement, il faudrait demander vraiment à des naturalistes, à des glaciologues, l'âge non seulement, mais également cette spécificité du Perito Moreno. Et puis, l'âge, justement, on a des découvertes très intéressantes au niveau paléontologique. Souvenez-vous de la première carte que je vous ai montrée, il faut bien se souvenir qu'il y a fort longtemps, la Terre ne formait qu'un seul continent qu'on appelait la Pangée. Et puis, progressivement, c'est disloqué avec ce qu'on appelle le Gondwana. Il y a des roches qui sont similaires dans la région de la Patagonie, de l'Afrique du Sud, de l'Australie, plutôt du Sud, et également de l'Antarctique. Donc, il y a des points communs au niveau géologique. Et lorsque toute cette masse va commencer à se disloquer, nous avons évidemment à l'époque du Jurassique des dinosaures qui habitent, qui vivent sur ces territoires, qui sont complètement différents au niveau de la végétation, bien évidemment. C'est la raison pour laquelle il y a
très peu de temps, on a retrouvé pratiquement intact ce squelette magnifique. Je vous présente Argentinosaurus, du nom évidemment du pays où nous l'avons trouvé, c'est-à-dire en Argentine tout simplement. C'est l'un des plus impressionnants. C'était un herbivore et qui déambulait il y a 65 millions d'années sur ce territoire. Alors, vous voyez que la Patagonie, il y a beaucoup de différences au niveau des paysages. Alors là, c'est simplement pour vous montrer qu'il y a également une station de ski qui est assez réputée en Argentine, qui s'appelle Bariloche, qui permet de profiter des joies de la glisse. Là, vous avez relativement une forte présence de neige. Donc, en tout cas, c'est la station par excellence où les Argentins, principalement, vont s'amuser un petit peu. Et puis, revenons un petit peu à des prérogatives et à des préoccupations beaucoup plus naturelles avec, alors là, on le survole généralement lorsqu'on prend l'avion, c'est le fameux et très beau Fitzroy. 3405 mètres d'altitude. Ce sont des roches qui sont souvent granitiques dans cette région et calcaires, bien évidemment. Vous avez les deux types de roches. En tout cas, c'est une montagne qu'on reconnaît facilement, vous voyez, avec ces deux flèches, ces deux pointes, qui vous montrent à quel point il y a une érosion qui a travaillé avec cette calotte glaciaire qui, il y a fort longtemps, vraiment occupait une grande partie plus importante qu'actuellement. Et puis, on va passer cette fois-ci la frontière. On a quitté El Calafate et nous arrivons, après une route qui nous permet de passer la frontière avec le Chili. C'est très surveillé, vous vous en doutez, on ne montre pas de blanche. Et puis, une fois qu'on arrive au Chili, on pénètre à l'intérieur d'un des endroits vraiment somptueux, le parc national Torres del Paine. C'est l'un des endroits les plus majestueux pour voir de belles montagnes. Et moi qui suis des Alpes, je peux vous confirmer que ce sont vraiment de superbes montagnes. Vous les apercevez légèrement sur la droite. Je vous ai réservé bien évidemment des photos qui vous permettent d'apprécier par vous-même la beauté esthétique de ces pics. La particularité de Torres del Paine, vous voyez que c'est assez étonnant parce que vous avez à la fois des roches qui sont très claires, c'est du calcaire, c'est donc une roche sédimentaire, et puis au-dessus, ça c'est vraiment unique avec la région des Dolomites en Italie, avec du granit. Et donc, il y a une poche de calcaire, vous avez du granit au-dessus et du granit en dessous. Donc, c'est assez étonnant. Et sur place, évidemment, on vous explique cette constitution assez étonnante au niveau géologique, ce qui donne évidemment des montagnes de toute beauté, où on prend le temps de parcourir une grande partie de ce parc. Alors, vous avez des arêtes, effectivement, c'est très coupant pour cette partie. Il y a même ce que l'on appelle sur place ce qu'on appelle les obélisques de Cléopâtre. Effectivement, on a l'impression de voir des aiguilles de calcaire et de granit qui alternent. On a des lacs, évidemment, de montagne très bleus, avec vraiment une couleur assez puissante, du vert céladon au bleu. Et puis, vous voyez que souvent, malheureusement, ces montagnes peuvent être recouvertes par les nuages, mais ça ne dure pas longtemps généralement. Il y a beaucoup de vent dans cette région, un vent qui permet justement au condor, El Condor, que vous avez sur cette photo au premier plan, d'être le seigneur de ces cieux et qui domine l'ensemble de ce magnifique paysage. Et parfois, on a la chance aussi de voir, alors non pas des guanacos, parce qu'on les voit régulièrement, les guanacos. À la fin de la présentation, rassurez-vous, je vous montrerai quelques animaux. Mais là, par contre, à Torres del Paine, c'est le territoire du puma. Alors, il y en a quelques-uns. On arrive à les suivre davantage l'hiver, bien évidemment, grâce aux traces qu'ils laissent dans la neige. Et puis voilà un petit peu le paysage qu'on continue de découvrir. Alors vous voyez toujours ces magnifiques chênes avec à droite, c'est vraiment ces couleurs assez étonnantes avec cette couleur noire. On appelle ça d'ailleurs les cornes du diable. Et puis en contrebas, ce lac assez étonnant. Alors là, la couleur n'est pas très visible sur la photo, mais on a vraiment l'impression de voir une eau d'un bleu profond, une petite île que vous avez. Il y a une petite passerelle. Et pendant très longtemps, je ne sais pas si c'est toujours ouvert, mais il y a un restaurant, un hôtel sur cette île. À l'époque, on pouvait justement prendre la photo par excellence sur ce site très important. Et le puma est protégé, oui.
le puma est protégé. Il y a même des années où, malheureusement, pour les visiteurs, en tout cas pour les audacieux, il y en a qui vont faire un trekking par eux-mêmes, qui partent avec les bonnes chaussures, les sacs à dos, et qui sont nez à nez avec le puma. Donc, tous les ans, malheureusement, il y a des accidents avec le puma. Et nous arrivons, alors nous quittons Torres del Paine, nous quittons cette partie de la cordillère des Andes pour nous diriger vers le sud. Souvenez-vous la carte que je vous ai montrée avec le petit trait rouge, là on continue en direction du sud et nous arrivons à Punta Arenas. Alors Punta Arenas, nous sommes toujours au Chili, signifie littéralement la pointe de sable. Alors, c'est une ville, c'est vraiment une ville, hein, plus de 100 000 habitants. Là, vous avez un petit medley de photos. C'est tout petit, hein, je suis d'accord avec vous. J'ai choisi des photos, évidemment, plus grandes par la suite. Alors, à Punta Arenas, on est tout de suite frappé, dès qu'on sort du car, c'est par le vent. Le vent qui a des rafales jusqu'à 100, 110 km/h, ce qui crée évidemment une nature qui est marquée par ce climat très venteux. Là, vous avez l'arbre endémique que vous avez dans cette partie qu'on appelle le notophagus, ou le faux hêtre. Vous trouvez pratiquement que ça, hein, comme arbre. Après, ce sont des petits arbustes, comme le calafaté, justement. Mais sinon, en termes d'arbres, il n'y en a pas beaucoup. Et vous voyez que le peu qu'il y a, eh bien, doivent rivaliser, en tout cas se tenir pour pouvoir affronter ce vent. Il y a même des rues dans Punta Arenas où vous avez des cordes pour pouvoir vous tenir, pour pouvoir traverser, pour éviter évidemment d'être emporté par ces bourrasques. Et voici l'un des endroits d'ailleurs par lequel nous passons quand on arrive à Punta Arenas pour aller rendre hommage et surtout pour se rendre compte des difficultés de navigation au XVIe siècle avec ici la caraque, j'ai marqué caravelle, hein, mais le terme le plus technique c'est caraque, qui s'appelle Nao Victoria. C'est avec ce type de navire, c'est une reconstitution bien évidemment, et bien que Magellan a entrepris son fameux voyage en 1520. Il faut imaginer eh bien, qu'il y avait à bord une cinquantaine de personnes, sans oublier évidemment les vivres. Vous imaginez hein, les conditions de traversée, de promiscuité. Hein. C'est vraiment une jolie coque de noix, mais ça reste quand même une coque de noix. Mais malgré tout, eh bien, il a réussi cette prouesse de pouvoir eh bien, circuler et de faire ce fameux tour du monde. En tout cas, c'est un bateau qu'on peut visiter. Donc, cette reconstitution est très bien faite. On peut monter à l'intérieur, donc on se rend vraiment compte de la vie quotidienne qu'il y avait à cette époque-là. Et puis au centre de Punta Arenas, c'est une ville qui a été fondée en 1848. Comme la plupart, je vous l'ai dit, au XIXe siècle, ce sont principalement des grandes familles, propriétaires terriens, souvent une ou deux familles, qui font des mariages évidemment d'intérêt pour garder la terre et qui vont se faire construire eh bien, des hôtels particuliers. C'est la raison pour laquelle très souvent Punta Arenas est surnommée la Paris de Patagonie. Et c'est là où vous avez eh bien, les plus belles façades. Regardez celle-ci, on pourrait se croire au bord du parc Monceau. Hein. Vous avez des loggias, vous avez des jardins d'hiver. Bref, c'est très élégant. On ne s'attend pas forcément à trouver ce genre d'architecture en Patagonie, encore moins au sud. Et Punta Arenas, c'est vraiment au bord du canal de Magellan, du détroit de Magellan. Et là, vous voyez flotter eh bien, les différents drapeaux. À droite, vous reconnaissez le drapeau chilien avec le bleu, le blanc et le rouge. À gauche, c'est le drapeau argentin, bleu, blanc et bleu. Et puis au centre, eh bien, c'est le drapeau, on va dire, de la ville elle-même de Punta Arenas. Et puis, il y a également un endroit qui est assez étonnant, qui est très paisible par définition, c'est le cimetière de Punta Arenas, qui est considéré comme l'un des plus beaux cimetières d'Amérique du Sud, avec le cimetière de la Recoleta de Buenos Aires. Pourquoi? Eh bien, parce que vous voyez, c'est-à-dire que vous avez des monuments funéraires comme en haut à droite, qui sont assez impressionnants, qui montrent la richesse de ces puissantes et riches familles qu'il y avait dans cette région au XIXe siècle, qui vont s'enrichir, non seulement grâce aux moutons, mais également grâce au passage des bateaux. N'oublions pas que jusqu'à la construction du canal de Panama, tous les bateaux devaient évidemment contourner l'Amérique du Sud, de l'Atlantique au Pacifique, et donc passer par Punta Arenas. Et puis du jour au lendemain, le canal de Panama s'est ouvert, et ça a été la fin de cette période faste pour la ville. Et puis vous voyez qu'ils ont pris l'habitude eh bien, de tailler
certainement pour le vent. Ces ifs que vous apercevez avec ces formes coniques. Alors, il est vrai que ça fait des perspectives assez étonnantes, c'est très bien entretenu. Donc, c'est un endroit également où on peut se promener, déambuler et puis apprécier en tout cas toute l'histoire de Punta Arenas à travers son cimetière. Et puis, regardez ici, nous sommes dans le centre même de Punta Arenas, où vous avez un grand espace vert, une grande place. Sur cette place, vous avez en haut de ce piédestal Magellan, mais c'est ce personnage que je voulais vous montrer, c'est celui qu'on appelle l'Indien Patagone, et la tradition, lorsqu'on y va, eh bien, c'est de toucher son pied. Le pied du Patagone, je vous rappelle que c'est l'étymologie souvent admise pour l'origine du mot Patagonie, ça veut dire eh bien, les grands pieds, ces géants, on estimait qu'ils avaient jusqu'à 2 mètres, parfois 3 mètres selon les textes que l'on relit, et avec des pieds qui étaient recouverts pour pouvoir marcher dans la neige, d'où cette assimilation avec les Patagones. Donc voilà ici ce fameux Patagone. Beaucoup ont touché le pied, et puis la tradition, eh bien, c'est qu'on revienne en Patagonie lorsqu'on a touché ce pied. Une tradition qu'on retrouve de par le monde. Alors ici, nous arrivons justement dans la partie sud. Là, vous voyez très nettement la partie haute de cette image satellite, c'est la pointe territoriale, continentale de la Patagonie. Et puis, vous avez ce grand canal formé par l'eau, c'est le détroit de Magellan. C'est par là, venant de l'Est, eh bien, que le bateau de Magellan a trouvé la sortie sur la partie Pacifique, avec évidemment une mer d'huile, d'où le terme de Pacifique qui lui a été donné. Et tout ce qu'il y a au sud de ce détroit, c'est ce qu'on appelle la Grande Terre de Feu, grande île de terre de feu. Alors ici, ce sont des volcans, ce sont des fjords, vous avez plein de petites îles, et c'est sur cette grande île de la Terre de Feu que se trouve l'emblématique Ushuaia, qu'on va voir dans quelques instants. Alors voici une carte qui vous montre davantage la séparation qui reste toujours assez litigieuse entre le Chili à l'ouest et l'Argentine à l'est. On est vraiment ici dans la partie sud de la Terre de Feu. Je vous laisse quelques instants pour bien regarder. Vous repérez évidemment ce trait rouge qui descend, tracé à la règle. Chili à gauche, Argentine à droite. Mais regardez, au niveau du Ushuaia, eh bien, la frontière passe dans ce que l'on appelle le canal de Beagle. Et c'est là où il y a la subtilité, c'est-à-dire que Ushuaia, c'est bien en Argentine, mais que Puerto Williams, c'est au Chili, ça appartient au Chili. D'où cette rivalité, qui n'en est plus vraiment une, qui du Ushuaia ou de Puerto Williams détient la ville la plus septentrionale du monde. Et bien en fait, maintenant, c'est plutôt Puerto Williams qui a décroché cette dénomination. Tout dépend de la population. En fait, c'est l'estimation de la taille de la ville. Et puis regardez, tout au sud, eh bien, vous avez le fameux Cap Horn. Voici le Cap Horn. Regardez, vous avez l'archipel, les îles Ermites, vous avez le faux Cap Horn qu'on a souvent assimilé au Cap Horn parce que vous voyez que c'est la partie également qui permettait d'avoir ce promontoire. Et voilà l'endroit du passage de Drake. C'est par là que passent évidemment les navires, que beaucoup se sont abîmés et que le Cap Horn est devenu évidemment aussi mythique. Voici une carte parmi les plus anciennes. Alors, les plus anciennes sont de la fin du XVIe siècle. Celle-ci, vous voyez, elle est du XVIIe. C'est souvent des Hollandais qui les faisaient à cette époque-là. On a quand même assez de précision sur cette grande terre, cette grande île de la Terre de Feu, malgré son ancienneté et malgré l'absence, évidemment, de ces photos satellites qui maintenant nous aident beaucoup. Donc, je trouve toujours intéressant de voir la prouesse de ces cartographes. Voilà ce qu'on appelait la Magellanica. Vous voyez, c'est marqué sur la Terre de Feu. Et donc, voilà les cartes qui étaient souvent utilisées pour pouvoir justement, eh bien, mettre en avant les découvertes de ces territoires. Et puis en contrebas, comme très souvent dans ces cartes, on met des illustrations. Vous avez les navires avec ces grandes voiles, évidemment, ici emportés par le vent, et vous avez les Indiens, alors qui sont ici par 3. Les Indiens, justement, eh bien, les voici dans une autre carte que j'ai grossie. Eh bien, nous avons ici la terre de Patagonès. Et regardez la différence de taille entre les deux Indiens de droite, qui sont vus comme des géants. D'ailleurs, c'est marqué en dessous, Gigantum Regio.
Et donc, vous avez ici cette mythologie qui va apparaître dès les écrits de Pigafetta. C'est celui qui raconte la navigation de Magellan, c'est lui qui va vraiment noter cette aventure humaine et qui raconte eh bien, qu'il a retrouvé des squelettes de personnages qui faisaient 2 mètres, 2 mètres 50. Voilà comment est né, en tout cas, ce mythe de ces géants patagoniens. Et puis, le choc culturel, religieux, avec des Indiens qui sont complètement nus et qui, évidemment, vont offusquer les premiers missionnaires qui arrivent et qui vont les rhabiller. Alors, sur cette carte, de façon assez courte, je n'ai pas le temps de tout développer, hein, ce sera peut-être le propos d'autres conférences. Voilà quelques noms de tribus indiennes qu'on évoque très souvent et qui habitaient justement, eh bien, et il n'y a pas si longtemps que cela encore, on a des photos du début du XXe siècle, souvent prises d'ailleurs par des pères missionnaires et qui témoignent eh bien, de cet amalgame de ces Indiens récupérés dans des missions, même si la plupart sont des nomades, ce sont des chasseurs, cueilleurs, parfois pêcheurs, et voilà les termes qu'on utilise souvent. Ce sont souvent ceux qui sont d'ailleurs entre parenthèses, les Alakalouf, les Ona, les Yamana. Les Yamana, on vous en parle très souvent quand on est justement aux alentours eh bien, du Shuaya. J'ai trouvé cette photo justement assez émouvante de ces femmes Yamana. Il faut savoir que l'une des dernières représentantes de ces tribus est décédée dans les années 90. Vous voyez que ce n'est pas si ancien. C'était l'une des dernières à parler encore la langue Yamana. C'est une langue, il y a un dictionnaire d'ailleurs qui a été fait par le père Agostini, qui les a beaucoup étudiés. Bref, c'est passionnant, une fois sur place, de découvrir eh bien, ce témoignage, cet héritage. Ce sont que des femmes, et vous voyez qu'elles sont toujours, on va dire, accroupies. Elles vivaient dans des petites pirogues, et toute la famille tenait dans cette pirogue. Le mari, évidemment, l'enfant, le feu au centre de la pirogue, et donc, ils n'allaient jamais sur terre, toujours sur la pirogue. Donc, c'est la raison pour laquelle ils avaient du mal à se mouvoir sur terre. Et la culture de ces tribus est perdue à jamais? Alors non, parce que justement, il y a quand même des gens qui parlent toujours, même si ce ne sont plus des descendants directs, mais il y a quand même un respect de la culture yamana. Vous avez les jeunes garçons, par exemple, qui sont parfois toujours peinturlurés, qui ont le passage initiatique entre l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte, où ils vont tout seuls dans la forêt, essayer de survivre. Il y a l'esprit, le monde des esprits. Donc, il y a quand même des traditions qui perdurent, même si effectivement, il n'y a plus d'Indiens vraiment qui subsistent actuellement. Ils ont tous été pratiquement décimés. Alors, voici une photo qui vous montre voilà, le type d'arrêt qu'on fait lorsqu'on commence cette croisière. Alors là, nous sommes dans le grand parc national Agostini, c'est le nom de ce père missionnaire qui était un aventurier. C'est quelqu'un qui s'intéressait à la géologie, qui était intéressé par la botanique, par les Indiens, on l'a vu, et donc qui a beaucoup circulé dans cette région. Et là, généralement, eh bien, on se promène dans ce qu'on appelle la forêt patagonienne, Magellanes, et ici, eh bien, vous avez une représentation de ces arbres, les fameux Notophagus, avec les lichens, les mousses, et là, on vous apprend à les reconnaître. Vous avez la barbe du vieux, par exemple, qui permettait aux Indiens eh bien, de faire les feux en l'allumant. Bref, c'est très intéressant de voir justement la vie naturelle et de cette région. Alors ici, c'est une photo qui vous montre mon dos, et vous voyez surtout l'échelle. Là, regardez, nous sommes devant le glacier Pilla. C'est un glacier justement eh bien, qui permet là de bien comprendre comment les glaciers eh bien, sont vraiment liés, interconnectés avec l'ensemble planétaire, et celui-ci perd de la superficie. Vous voyez qu'il y a quand même une présence assez importante de toute cette glace qui parfois est assez âgée, et toute la moraine sur laquelle je suis assis, ça c'est vraiment la moraine sur laquelle eh bien, le glacier était encore installé il y a très peu de temps, c'est-à-dire 20-30 ans seulement. Voilà une autre photo qui vous montre au premier plan toujours ces petits arbustes. Alors, c'est petit, mais ils sont très vieux généralement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la possibilité de grandir. Déjà, ils sont sur la moraine, et donc la plupart ont entre parfois 200 ans, malgré leur petite taille.
les fameux notophagus. Je vous laisse apprécier évidemment ce magnifique panorama entre le glacier et puis c'est toujours très changeant, c'est-à-dire que vous avez tous les sommets enneigés, le soleil qui apparaît et qui laisse deviner évidemment et qui joue avec ces ressacs. Voilà une autre photo que je trouve très belle aussi avec ce reflet. Je remercie d'ailleurs les amis qui ont parcouru avec moi la Patagonie et qui m'ont permis de prendre ces photos. Ce sont eux qui les ont prises, donc merci à eux en tout cas. Vous avez ici le glacier qui tombe littéralement. Là, vous voyez très nettement ce jeu des ombres et des lumières. Voici une autre vue, toujours du même glacier. Alors on y va, le bateau généralement s'amarre un petit peu au-delà pour éviter évidemment de s'approcher trop près, il n'y a pas assez de fond. Et donc on prend les zodiacs et puis là on fait une petite promenade sur la partie gauche. Et là on est vraiment face à face avec la nature, avec à la fois ce silence et en même temps entrecoupé de ces fameux morceaux de glacier qui tombent dans l'eau et qui font évidemment des remous assez impressionnants. Alors, je regarde simplement, la fonte des glaces est à quelle période et représente quel pourcentage par rapport au glacier entier? Alors là, vous me posez des questions très techniques. Le pourcentage, je ne le connais pas du tout. Donc, désolé de ne pas répondre à toutes les questions, mais en tout cas, effectivement, c'est un glacier qui perd quand même beaucoup de sa surface, mais là, le pourcentage, je ne pourrais pas vous le donner. Et puis, une fois qu'on a parcouru cet ensemble des glaciers, on a même l'avenue des glaciers, c'est-à-dire qu'on passe dans un petit détroit, un petit canal qui est assez étroit, où on a le glacier alémanique, on a le glacier français, bref, toujours les expéditions de chaque pays qui ont donné leur nom à ces glaciers. On arrive dans ce calme, ce paysage. Regardez ici, c'est le canal de Beagle. On a ici un très beau coucher de soleil. C'est vraiment une lumière exceptionnelle que l'on a dans ces latitudes. Et puis, vous avez Ushuaïa, vous l'apercevez un petit peu sur la gauche de la photographie. Et là, on passe simplement devant Ushuaïa, on continue notre navigation. Et on continue direction plein sud. On continue surtout en direction du fameux Cap Horn. Alors là, les conditions climatiques et surtout de navigation sont relativement clémentes généralement, parce que vous voyez que c'est quand même protégé par cet ensemble d'archipels. Et nous avons, cet objectif atteint, le fameux Cap Horn. Alors là, tout le monde est un peu suspendu à la décision du capitaine. Le matin même, tout le monde est sur le pont vers 5h30, 6h. On a tout d'abord de très belles lumières, le lever de soleil qui ressemble à un coucher de soleil. On a vraiment une luminosité exceptionnelle. Et puis là, la décision est prise, on peut accoster. Et là, évidemment, tout le monde est ravi, ou alors on ne peut pas accoster, ce qui ne m'est en tout cas jamais arrivé. Il suffit d'avoir effectivement les conditions de vent, de hauteur de vague adéquates pour pouvoir accoster. Et l'accostage nous permet de monter. Alors il y a un escalier à monter, on est souvent accueilli par le capitaine du phare, c'est chilien, je vous rappelle, le Cap Horn, et donc c'est ce qu'on appelle le phare du Chili, vous voyez, Alcalia de Mar, Cabo de Horno, donc Cap Horn. C'est une famille chilienne qui habite dans ce phare, vous voyez à droite, avec ce toit rouge. Donc vous avez souvent la maman, les enfants, plutôt des enfants en bas âge. La dernière fois, c'était 2 jeunes filles qui étaient présentes, et donc ils vont rester à demeure sur le Cap Horn pendant 1 an. Pendant 1 an, ils sont vraiment coupés du monde, si ce n'est avec les bateaux, justement, qui apportent du matériel, ça peut être également des médicaments, bref, pour continuer cette vie quotidienne. Voici une très belle photo, regardez la lumière, alors c'est très changeant, on peut avoir un grain très impressionnant qui vous trempe complètement, et puis 1 minute après, vous avez le soleil qui est revenu, cette lumière très forte, et puis on rentre à l'intérieur du phare, et donc on a vraiment cette vie quotidienne de cette famille qui habite. Et puis voilà cette petite chapelle qui est juste à côté du phare, vous avez la chapelle Stella Maris. Alors là, c'est vraiment un autre monde dès qu'on a passé cette porte où nous avons évidemment ce calme, cette sérénité, le côté spirituel. Et puis dès qu'une bourrasque de vent arrive, et ça arrive très souvent, là, on est vraiment dans un autre monde. On a le bruit étourdissant du vent et cette protection, même si infime, de ces petites chapelles.
Et puis l'autre promenade qu'on fait, une fois qu'on a été jusqu'au phare du Cap Horn, eh bien, on a une passerelle. Étant donné que c'est préservé, vous avez beaucoup d'oiseaux hein, qui nichent à même le sol, donc on a une passerelle qu'on suit bien évidemment. On est tous bien emmitouflés avec notre gilet de sauvetage pour être bien visible. Et puis, on va jusqu'à ce monument que vous apercevez peut-être en haut du petit monticule. Je vais zoomer, vous le verrez mieux. Ça, c'est le monument pour les Caporniens qui sont morts en mer et qui représente un albatros. Alors, l'albatros, vous le voyez mieux sur cette photo. Voilà. Vous voyez que c'est à travers, en tout cas, c'est l'union de ces deux plaques de fer et au centre, par ce vide, en fait, eh bien, se crée un albatros. C'est le seigneur, évidemment, du ciel au Cap Horn. Ils suivent les bateaux, ils sont vraiment très élégants, un peu comme dans le poème qu'il décrit, hein, assez bateaux hein, sur terre et vraiment très, très élégants une fois en mer et en l'air. Donc voilà, c'est le mémorial en hommage au Cap Hornier représentant un albatros. Et puis, regardez ici le lever de soleil à l'approche du Cap Horn. Alors, je vous l'ai dit, que ce soit le lever de soleil ou le coucher de soleil, la lumière est tout à fait similaire. On est vraiment transporté dans un ciel de peintre. Donc là, on est plutôt dans son intimité et on est vraiment face à la nature, dans ce qu'elle peut offrir de plus beau. Je n'ai pas résisté à la tentation de vous en offrir un deuxième. Regardez cette lumière. Donc, c'est vraiment exceptionnel de voir autant de luminosité, en tout cas de ciel changeant, une mer, vous voyez, d'huile quand même hein, pour le Cap Horn, et assez étonnante. Alors, une fois qu'on a visité, qu'on a été sur le Cap Horn, eh bien, le bateau remonte en direction du Ushuaïa et va passer dans ce qu'on appelle la baie Voulaya. Alors, la baie Voulaya, c'est un endroit qui est très intéressant au niveau de la nature, mais surtout au niveau de la culture. Vous voyez qu'il y a une maison. Cette maison, eh bien, actuellement, c'est plutôt un centre d'interprétation, un petit musée sur les différentes tribus qui habitaient là, essentiellement les Yamana. On a une petite promenade sur la droite qui vous montre également encore des endroits où il y a encore les coquilles d'huîtres, les coquilles des moules magellaniques, qui sont des moules énormes et qui permettent d'évoquer eh bien, le quotidien de ces tribus, hein, des tribus de la mer. Hein, j'insiste là-dessus, ils ne vivent que sur la mer. Et puis, il y avait donc cette fameuse cérémonie où les jeunes garçons partaient dans la forêt au contact direct, non seulement des éléments, mais des esprits, avec des masques assez étonnants et évidemment effrayants. Et cette maison a été construite au XIXe siècle. Vous avez Charles Darwin qui est venu au milieu du XIXe siècle pour étudier justement eh bien, ses habitants. Il n'a pas été très tendre, les décrivant comme des singes, les décrivant de façon très péjorative. Donc voilà, en tout cas, c'est un endroit qui est intéressant. Et puis une fois qu'on a visité cette petite maison, eh bien, on monte un petit peu dans la forêt que vous avez derrière. Et là, c'est intéressant de voir eh bien, la végétation. On vous apprend plein de choses. Les naturalistes, hein, les guides qui sont là, qui permettent eh bien, de comprendre avec des petits panneaux. À gauche, eh bien, vous avez ce qu'on appelle le pin de l'Indien. Vous avez ces espèces de furoncles que vous avez sur les troncs d'arbres, toujours du Nothofagus, hein, il n'y a pratiquement que ça. Et vous avez donc ces pins de l'Indien qui parfois eh bien, ont des petites boules jaunes qui étaient comestibles. Alors ça n'a pas tellement de goût, hein, on peut le manger, mais c'était surtout utilisé par les Indiens, comme son nom l'indique, pour pouvoir survivre dans ces conditions et dans la forêt. Et puis à droite, alors à droite, c'est le fléau de la Patagonie, ce sont les castors. Alors les castors, c'est un véritable fléau. Ils ont été importés par des bateaux, ils étaient sur des bateaux, ils ont été acclimatés ensuite et se sont propagés à une vitesse folle dans toute cette région, à tel point eh bien, que pour une fois, l'État argentin et l'État chilien, c'est vous dire, se sont mis d'accord pour eh bien, éliminer, pour éradiquer. Car lorsqu'ils arrivent à un endroit, eh bien, ils vont carrément ronger, comme vous voyez ici, hein, ce sont les traces des dents du castor, pour pouvoir faire son habitation, pour pouvoir faire son fameux barrage. Et donc, une fois qu'il a fait tout ceci, qu'il a bien occupé l'espace, 10 ans, 15 ans, 20 ans, il s'en va. Il s'en va et il laisse évidemment une nature complètement dévastée où plus rien ne pousse. Donc, c'est vraiment le fléau, bien évidemment. Et puis nous arrivons à Ushuaïa. Alors Ushuaïa, c'est vraiment une ville mythique qui résonne
dans nos oreilles, qui fait rêver, en tout cas qui évoque beaucoup d'esprit d'aventure. Alors, c'est une ville maintenant, c'est vraiment une grande ville, avec des rues très commerçantes, avec des restaurants, des cafés, et c'est la deuxième donc plus australe du monde après Puerto Williams qu'on a vu tout à l'heure. Vous voyez que c'est quand même 56 000 habitants, ce qui n'est pas rien, et qui est vraiment situé au pied de deux grandes montagnes, le mont Martial et le mont Olivia. Alors vous voyez qu'il y a un port très important, bien évidemment, que nous sommes sur le canal de Beagle, et vous avez donc ces constructions assez basses qui sont pleines de couleurs, même si la ville en soi eh bien, n'apporte pas beaucoup d'esthétique. Donc voilà, le bâtiment à gauche qui vous montre l'entrée avec Ushuaia marqué dessus, et puis ici une photo à droite qui vous montre eh bien, les fameuses chaînes de montagnes qui sont vraiment aux portes du Ushuaia. Pour bien comprendre, eh bien, c'est la cordillère des Andes qui tourne légèrement vers l'est et qui protège la ville d'Ushuaia eh bien, de tout le vent qui pourrait venir du nord. Donc c'est la raison pour laquelle Ushuaia est une ville relativement protégée et en plus sur le canal de Beagle. Et à Ushuaia, il y a un endroit que j'aime beaucoup et que j'aime faire découvrir, c'est ce qu'on appelle les Ramos Generales. Alors, c'est l'une des plus anciennes institutions, ça se voit un petit peu sur la photo, c'est classé monument historique. Et c'est en fait une confiserie, vous voyez, c'est également un bar à vin, bref, c'est un petit peu tout. C'est l'alimentation générale du 19e siècle, avec à l'intérieur, regardez, on est transporté dans le temps, avec des salles qui sont assez calfeutrées, où il fait bon flâner, prendre un petit café, un chocolat chaud, et puis apprécier tout le décor. Et Ushuaia, il ne faut pas oublier que c'est une ville qui a été édifiée par des repris de justice. C'est construit en fait autour d'une prison. C'était une prison argentine pour les récidivistes. Alors là, vous aviez les pires délinquants possibles et inimaginables. Il y a des histoires assez rocambolesques à ce propos. Je n'aurai pas le temps aujourd'hui de tous les évoquer, mais en tout cas, c'est quelque chose de très important dans l'édification de la ville d'Ushuaia. Voici une image qui vous montre l'un des hôtels dans lesquels eh bien, on peut être hébergé, qui donne directement sur le canal de Beagle. C'est l'un des hôtels assez réputés, Los Cocanes, il s'appelle. C'est en fait, Los Cocanes, ce sont des oies, c'est le nom des oies. En tout cas, une vue magnifique sur le canal de Beagle et le lever de soleil, bien évidemment. Et puis, une fois qu'on est à Ushuaia, eh bien, on prend le temps d'aller dans la réserve naturelle de la Terre de Feu, le parc national de Terre de Feu, dans la baie La Pattaya. Eh bien, la baie La Pattaya, c'est le bout de la route numéro 3, c'est la route du bout du monde. Je vous l'avais dit en introduction, nous sommes vraiment dans le pays du bout du monde. Vous voyez que Buenos Aires est à 3079 km, que l'Alaska est à plus de 17 000 km. Donc, c'est vraiment la route du bout du monde. Alors là, on ne fait pas évidemment toute cette route, mais la route eh bien, se transforme en promenade. Voici justement eh bien, cette petite promenade, vous voyez, sur le bois, toujours pour respecter évidemment l'environnement. Le paysage est somptueux, vous vous en doutez, toujours cette lumière qui change de façon constante. Voici de nouveau cette belle promenade. On est vraiment au bout du monde, au bout de cette route numéro 3. Et puis après la route du bout du monde, il y a le train du bout du monde. Alors ce train, c'était surtout le train, je vous l'ai dit tout à l'heure, utilisé par les forçats qui ne pouvaient pas aller bien loin. C'est un peu comme Alcatraz. On ne pouvait pas s'échapper facilement de cet endroit très sauvage. Où aurait-il pu aller? Dans quelles conditions? Donc c'était très difficile, voire impossible. Et donc ils étaient en semi-liberté, si vous me permettez l'expression, et travaillaient régulièrement pour aller couper du bois, pour aller récupérer des pierres. Donc, ils utilisaient ce petit train qui maintenant est un train touristique. Le voici de nouveau, vous voyez, en activité sous la neige. Alors, quand il neige à Ushuaia, c'est tout à fait praticable. En tout cas, ils ont l'habitude. Donc, il ne faut pas avoir peur également d'y aller en plein hiver, ce qui correspond à notre juillet-août, c'est la saison actuelle. Et puis, comme promis, eh bien, voici maintenant, pour terminer cette présentation, et quelques animaux qu'on peut croiser. Vous avez le mara, alors ce sont des lièvres de Patagonie, c'est assez étonnant, on les voit courir assez souvent d'ailleurs, surtout lorsqu'on est vers la péninsule de Valdés, donc en Argentine, sur la côte
de l'Atlantique. Et donc, vous voyez que c'est assez haut sur pattes. Et donc, c'est le cousin du lièvre. Et puis à droite, l'emblématique guanaco. Alors au début, on les cherche et puis après, eh bien, on ne fait plus de photos parce qu'on en voit tellement quand même des guanacos. Donc c'est le cousin du lama. C'est un animal qui est souvent utilisé d'ailleurs pour sa fourrure, qui était chassé aussi par les Indiens. Et puis le seigneur des cieux, le condor des Andes, alors lui aussi, on le voit assez régulièrement, c'est un charognard. Donc très souvent, quand un guanaco, le malheureux a voulu passer une barrière, parce que maintenant il y a des barrières de partout, barbelées, qu'il a voulu sauter cette barrière, parfois il n'y arrive pas, et donc eh bien, c'est là où on voit les condors arriver, donc très utile dans la nature pour évidemment l'équarrissage de tous ces cadavres d'animaux pour éviter la propagation des maladies. En tout cas, il est majestueux à voir. Et puis alors là, beaucoup plus petit, mais très important, c'est la péninsule de Valdés, d'ailleurs à Punto Tombo exactement, que nous avons la plus grande colonie de manchots de Magellan. Alors, souvent, on ne sait pas comment vivent ces manchots, on n'imagine pas très bien. En fait, ce sont comme des lapins, c'est-à-dire qu'ils font des terriers. Donc, c'est assez surprenant. On se promène, là aussi, au milieu de la colonie de manchots. Donc, ils sont vraiment à quelques centimètres de nous. On respecte évidemment leur cheminement. Ils ont chacun leur nid attitré. Donc, parfois, ils font des kilomètres pour pouvoir aller eh bien, se nourrir au niveau de la mer. Il n'est pas rare de croiser des guanacos qui se mélangent à cette joyeuse petite farandole. En tout cas, c'est très intéressant d'être vraiment immergé dans cette colonie de manchots de Magellan. Ce sont des manchots pour la partie de l'hémisphère sud et ce sont des pingouins pour l'hémisphère nord. Et puis, nous avons ici ce qu'on appelle un santola, c'est-à-dire, vous voyez, une araignée de mer. On retrouve les mêmes quand vous allez en Norvège, par exemple, quand vous allez tout au nord. On retrouve les mêmes au Canada, en Alaska. C'est assez impressionnant à voir. Donc voilà ce genre d'éléments qu'on peut également avoir en gastronomie. Et puis, évidemment, là, c'est un spectacle somptueux. C'est la baleine franche australe qui fraye justement autour et au large de la fameuse péninsule Valdés. Là aussi, c'est vraiment une expérience à vivre en petit bateau. Et là, on est vraiment parfois, avec beaucoup de chance, entouré eh bien, de différentes familles de baleines franches. On voit les bébés, on voit les... Voilà, c'est ces ébats qui mettent beaucoup de grâce, en tout cas, à ces majestueuses créatures. Et puis là, c'est vraiment autre chose. Vous l'avez compris, c'était une terre, la Patagonie, qui était vraiment très libre, où vous aviez des Indiens. Et puis au 19e siècle, eh bien, c'est le début de la fin pour ces grandes pampas, c'est le début de la fin pour ces Indiens. C'est surtout le gouvernement argentin, fin 19e siècle, avec la présidence de Roca qui a été 2 fois président de l'Argentine. Et c'est un petit peu sous sa présidence que les Indiens ont été exterminés. On achetait même certaines populations pour aller eh bien, les tuer. En échange, on devait apporter des oreilles pour prouver qu'on avait bien tué les Indiens. Et puis, ça ne suffisait plus, donc c'était la tête et d'autres éléments que je vous passerai. Et donc, on a installé ici eh bien, des moutons. Alors, les moutons, vous en avez une quantité astronomique. Et évidemment qui vont endommager quand même le sol, qui vont l'appauvrir. Et ces moutons maintenant sont indispensables pour toutes les estancias, donc c'est assez évidemment problématique maintenant, et les fameux gauchos. Et c'est avec eux que nous allons conclure. Voilà cette photo. Ils n'attendent que vous pour vous expliquer mieux que moi eh bien, leur pays. Ces gauchos toujours à cheval avec la présence de leurs chiens, avec évidemment cette tradition, cette culture en plein milieu de cette nature à la fois sauvage et en même temps relativement accueillante. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère avoir le plaisir l'année prochaine, lorsque les voyages seront de nouveau possibles au long cours, eh bien, de vous accompagner, de vous expliquer tout ceci sur place. Alors, dans voilà, les prochains voyages qui maintenant apparaissent devant vous, vous avez circuit en Argentine, d'Iguassou à Ushuaia. Donc là, c'est au mois de novembre. C'est vraiment la saison idéale. Donc, vous l'avez compris, du nord au sud, c'est toute l'Argentine. Donc, c'est vraiment ici un voyage qui vous permet de bien appréhender tout le territoire. Je vous rappelle que l'Argentine, quand même, c'est plus de 3000 km du nord au sud. C'est comme si on faisait du nord de l'Écosse jusqu'au sud de la Mauritanie.
Et puis ensuite, vous avez le Chili. Alors là, c'est le désert d'Atacama. On fait également la Patagonie, l'île de Pâques. Donc là aussi, c'est un voyage, vous voyez, qui est assez complet. Et puis, surtout, là, voilà les explications que j'ai pu vous donner aujourd'hui. C'est surtout en référence avec le circuit croisière en Patagonie que j'aurai le plaisir de vous présenter du 5 au 18 octobre 2022. Donc d'ici là, vous avez le temps encore bien, de regarder les belles images de Patagonie. Et puis les prochaines conférences, voici les promenades culturelles, tout d'abord, promenade à Paris, le Louvre, du Palais au musée avec Frédéric Drone, jeudi 8 juillet à 14h30, puis les deux dernières conférences de la saison. Après, on arrête au mois d'août, donc ce seront les dernières découvertes de Pompéi qui vous seront présentées jeudi 8 juillet à 16h. Et je terminerai ces conférences avec vous pour évoquer l'histoire du Canada, un pays continent, donc lundi prochain à 16h. Merci beaucoup en tout cas de votre écoute. J'espère que vous allez tous bien et que on aura l'occasion bien, de voyager bientôt ensemble. D'ici là, passez un bel été et surtout prenez soin de vous. Merci beaucoup pour votre écoute.